Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, on va commencer le chapitre numéro 7 qui porte sur les transformations chimiques en solutions aqueuses. Avant de commencer, allez sur le drive de chimie, récupérer le document de cours, comme ça vous permettra, si vous avez la possibilité d'imprimer, de gagner un petit peu de temps en écriture. Alors, on va commencer par lire le premier paragraphe d'introduction. Le chapitre qu'on va faire maintenant, c'est un gros chapitre de première année. Il va être constitué au total de 5 leçons, dont 3 seront très volumineuses. Et celle qu'on va faire maintenant fait partie de ces 3 leçons très volumineuses. Alors, en ce qui concerne le chapitre en question, on va avoir à travailler avec des réactions chimiques équilibrées. Donc, à chaque fois, on va définir des constantes d'équilibre. Et donc, dans un premier temps, je vous propose de réviser le chapitre numéro 1, notamment la leçon C1L2, dans laquelle nous avions défini ces notions, défini l'activité d'un constituant physico-chimique. C'est des choses qu'on va avoir à réutiliser pour ce chapitre-là. En ce qui concerne la suite, vous verrez que je prends des abréviations, qui sont des abréviations usuelles. Je vais noter l'unité mol par litre avec le grand M pour molaire. Je vais également, dans les constantes d'équilibre, ne pas m'astreindre à chaque fois à écrire les concentrations C0 qui valent 1 mol par litre, de façon à aller plus vite. Est-ce qu'il y a d'autres abréviations qu'on va faire? Non. Mais par contre, le dernier point à retenir, c'est que pour tout le chapitre, si jamais on ne vous précise pas une température de travail particulière, eh bien, par défaut, vous aurez à considérer qu'on travaille à 25 degrés Celsius, c'est-à-dire 298 Kelvin. Donc, de la même façon, lorsqu'on vous donnera des constantes d'équilibre thermodynamique, vous vous rappelez normalement qu'elles sont fonctions de la température, eh bien, les valeurs qu'on vous donnera, ce seront celles à 298 Kelvin, sauf mention explicite du contraire. Alors, dans la leçon C7L1, on va parler des réactions acido-basiques. Vous avez déjà parlé de ces réactions-là quand vous étiez au lycée, et ce qu'on va faire ici, c'est un approfondissement de ce que vous avez vu. Donc dans la première partie, on va caractériser les acides et les bases, et pour ça on va reprendre des notions assez générales, et on va voir comment est-ce qu'on peut rajouter quelques petites nouveautés. Par exemple, on va reprendre la définition d'une constante d'acidité, et voir la définition d'une constante de basicité qui se calque sur la précédente. Dans la partie grand 2, grand 3 et grand 4, le but va être simple, prédire à partir d'une situation initiale quelles sont là où les réactions qui vont avoir lieu. Est-ce que ces réactions vont avoir lieu simultanément ou de façon successive? Et pour ça, nous allons développer une méthode qui est extrêmement importante, qu'on appelle la méthode de la réaction prépondérante. Cette méthode-là, on va la faire dans la première leçon, mais également dans la leçon numéro 2, dans la numéro 3 et dans la numéro 4, et bien sûr également dans la numéro 5. Pour finir, on passera sur 2 paragraphes qui devraient d'abord, dans un premier temps, concernant les titrages, vous rappeler des souvenirs, puisqu'on en avait fait en TP avant de se quitter, et vous en avez fait également quand vous étiez au lycée. Et pour finir, on parlera d'une catégorie particulière de solutions acido-basiques qu'on appelle les solutions tampons. Vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de choses à retenir à leur sujet. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est commencer par la partie grand 1 dans laquelle on va chercher à caractériser les acides et les bases. Et pour ça, on va commencer par poser quelques définitions. Alors, les définitions, elles sont classiques. Vous les connaissez normalement déjà. On va donc les voir assez rapidement. Tout d'abord, définition d'un acide et d'une base au sens de Brønsted. Donc, un acide peut céder un ou plusieurs protons, H+. Le H qui s'en va, on le qualifie de labile, L-A-B-I-L-E. Ça signifie qu'il est susceptible de quitter la molécule. Si jamais le composé en question peut céder un seul et unique H+, on peut l'appeler parfois un monoacide. S'il peut en céder 2, ce sera un diacide, et ainsi de suite. Réciproquement, une base qui peut récupérer un unique proton, sera qualifiée de monobase. Si elle peut en récupérer 2, ce sera une dibase, etc. Un petit point sur lequel vous êtes susceptible de vous tromper, lorsqu'on donne cette définition, il faut bien dire entité chimique, c'est-à-dire qu'on regarde une seule et unique particule de matière, une seule et unique molécule. Il ne faut pas dire espèce chimique, puisque espèce chimique, ça regroupe un grand nombre d'entités chimiques toutes identiques. Concernant ces acides et ces bases, on peut définir des couples acide-base conjugués. Attention ici, lorsqu'on utilise le mot conjugué, ça n'a rien à voir avec la conjugaison apportée par la mésomérie. Un couple acide-base conjugué, ça veut dire qu'on peut passer d'une forme acide à une forme basique par échange d'un proton.
Toujours dans ces définitions, on donne également la définition de ce qu'est une espèce forte ou une espèce faible. Alors là, faites bien attention à comprendre, mais surtout à voir les implications que cela comporte. Une espèce sera qualifiée de forte si sa réaction avec l'eau est totale. Une espèce, au contraire, sera qualifiée de faible si sa réaction avec l'eau n'est pas totale. Un exemple pour vous montrer l'implication de ce qu'est une espèce forte. J'ai choisi le cas de la molécule HCl. Alors HCl, je ne donne pas son nom volontairement, je donne juste sa formule chimique. C'est un composé qui, à l'état pur, sous forme de corps simple, c'est pas un corps simple puisqu'il y a deux éléments chimiques, donc, mais sous forme de le composé pur, dans les conditions habituelles de température et de pression, c'est un gaz. Ce gaz, on l'appelle communément le chlorure d'hydrogène. Lorsqu'on le met en contact avec de l'eau, donc par exemple on prend un tuyau et on fait barboter du gaz HCl dans de l'eau, eh bien il va y avoir une réaction entre ce composé et l'eau liquide. Et puisque le composé HCl est un caractère fort, c'est un acide fort, eh bien la réaction entre les deux va être totale. Et on va obtenir eh bien, du coup Cl qui perd un H+, qui devient Cl-. Et la molécule d'eau qui récupère le H+, qui devient donc H3O+. J'en profite pour vous dire ici que les petits indices à queue, là je les ai écrits pour la dernière fois, lorsqu'on écrit une équation de bilan dans ce chapitre-là, si on ne met rien, c'est que par défaut, ce sera une espèce dissoute dans l'eau, et si jamais l'état physique, si jamais la phase correspond à autre chose que dissous dans l'eau, eh bien on le précisera comme ici, gazeux ou liquide. Alors cette réaction, on peut l'écrire au-dessus, elle est totale. Et donc si on dresse un tableau d'avancement entre un état initial et un état final, on décide qu'on place initialement une quantité de matière petit n de chlorure d'hydrogène dans l'eau qui va jouer le rôle de solvant, on se fiche un peu de la quantité de matière. Initialement, les ions ne sont pas présents. À l'état final, pour une réaction totale, HCl étant le réactif limitant, sa quantité de matière tombe à 0, et on aura N-mol pour Cl-, de même N-mol pour H3O+. Ça veut dire que lorsqu'on parle dans le langage courant d'acide chlorhydrique, eh bien, il s'agit en fait d'une solution aqueuse qui contient des ions H3O+, et Cl-, ce qu'on pourrait noter avec la représentation conventionnelle suivante, H3O+, plus Cl-, et si vous souhaitez, vous pourrez ajouter aqueux entre parenthèses à chaque fois. Une remarque également qui découle de ce qu'on vient de dire ici, eh bien, lorsqu'on est en solution aqueuse, les ions Cl- sont rigoureusement incapables de récupérer un proton H+, pour fournir HCl, puisque dès que HCl est en contact de l'eau, il se déprotonne pour donner ses produits. Donc, on peut dire que Cl- dans l'eau n'est pas une base, on dit aussi parfois que c'est une base indifférente, c'est-à-dire que c'est un composé qui ne va pas réagir. Ok, on passe maintenant au paragraphe petit 2 dans lequel on va voir les différents types de réactions qui peuvent avoir lieu entre une espèce et le solvant qui va être l'eau. On va revoir dans un premier temps la définition d'une constante d'acidité Ka. Donc je vais prendre des notations génériques pour cette définition. Je vais choisir un couple acide-base conjugué que je vais noter AH A-. Et pour avoir la définition d'une constante d'équilibre Ka, d'une constante d'acidité, on doit toujours considérer la réaction suivante, celle entre un acide faible et l'eau. On va donc écrire AH plus H2O liquide, on rajoute liquide puisque c'est le solvant, il n'est pas dissous dans lui-même, donne A- plus H3O+. Ah oui, je vous rappelle également, moi j'ai pris l'habitude de mettre le symbole égal, que la réaction soit équilibrée ou totale, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, choisir ce symbole pour préciser que la réaction peut avoir lieu dans les deux sens. À partir de cette équation équilibrée, on peut donc définir une constante standard d'équilibre,
K0, qu'on va noter ici Ka. J'exprime directement l'activité des constituants physico-chimiques. On va avoir les concentrations des produits, donc concentration de A- par concentration de H3O+, divisé par concentration de AH. Et pour l'eau, souvenez-vous que c'est le solvant et par convention, l'activité du solvant vaut 1. Donc, je rajoute ici fois 1. Toutes ces valeurs sont prises à l'équilibre. Donc là, vous voyez que je n'ai pas écrit à chaque fois les sur ces zéros, comme je vous le disais, mais pour autant, ça ne veut pas dire que la constante d'acidité a une unité. Non, ça veut simplement dire que la notation ici est une notation abrégée qui manque peut-être un petit peu de rigueur. Je vous précise également que pour la suite, vous devez retenir qu'une constante standard K0 ou Ka ou les autres cas que nous allons voir, c'est toujours des concentrations à l'équilibre qu'il va falloir prendre. On s'est déjà bien habitué à ça au cours du chapitre numéro 1 et donc pour la suite de la leçon, je ne rajouterai pas à chaque fois ce EC en indice. Ok, on continue avec la constante maintenant de basicité. Je vais encore une fois considérer le couple acide-base conjugué AH A-. Et pour la constante de basicité, c'est cette fois la base A- qui réagit avec le solvant H2O. On obtient l'acide conjugué AH et un ion hydroxyde HO-. Par conséquent, la constante d'équilibre associée, on va la noter Kb, c'est la constante de basicité. Elle est définie par, au numérateur, le produit de la concentration de l'acide par la concentration des ions hydroxyde, HO-. Au dénominateur, concentration de la base A- fois l'activité du solvant 1. Tout ça étant pris à l'équilibre. Pour finir, dernier type de réaction d'un composé avec l'eau, eh bien, c'est l'eau qui peut réagir avec elle-même. La réaction porte un nom particulier. On appelle ça l'autoprotolyse. C'est ce que j'abrège dans la suite AP. Et elle s'écrit 2 molécules d'eau liquide donnent H3O+, plus HO-. H3O+, l'ion de sodium, HO-, l'ion hydroxyde. La constante d'équilibre de cette réaction, on la note Ke, et on va l'appeler produit ionique de l'eau. Elle est égale au produit de deux concentrations, celle des ions H3O+, par celle des ions HO-. Vous avez donc un produit au sens mathématique de deux concentrations d'ions, d'où le terme de produit ionique. Ces concentrations sont prises à l'équilibre, et vous verrez qu'on sera amené à écrire assez souvent concentration de H3O+, concentration de HO-. Il existe des notations assez fréquemment utilisées. Concentration de H3O+, on peut le noter H minuscule, et concentration des ions hydroxyde, on peut la noter oméga minuscule. Concernant ce produit ionique de l'eau, eh bien, la valeur, elle est connue à 298 Kelvin, et elle est constante, c'est 10 puissance moins 14. Alors dans ce petit paragraphe, je vous propose également un exercice. Je vous demande de montrer que, quel que soit le couple acide-base conjugué qu'on considère, on a la relation suivante qui est validée, pKe égale pKa plus pKb. Je m'aperçois que j'ai oublié de définir pKa, pKb et pKe. Je vais le rajouter ici, donc compléter sur le document ou sur vos feuilles au fur et à mesure. On va d'abord le rajouter ici pour la constante d'acidité. pKa, ce sera défini comme l'opposé du logarithme décimal de la constante d'acidité. pKb, eh bien, ce sera l'opposé du logarithme décimal de la constante de basicité. Et pKe, on va le rajouter ici, c'est égal à l'opposé du logarithme décimal du produit ionique Ke. Et de façon très générale, en chimie, quand vous verrez la lettre P minuscule, eh bien, ça veut dire qu'on applique la fonction moins log en base 10. Alors, en ce qui concerne la relation qui nous intéresse, donc pKe égale pKa plus pKb. Je vais commencer par réécrire la définition de Ke. Donc, Ke, c'est égal à l'équilibre à concentration des ions H3O+, fois concentration des ions hydroxyde. À partir de là, je vais utiliser une petite astuce mathématique pour faire apparaître à droite
à la fois le Ka et en même temps le Kb. Donc dans le cas A, j'ai concentration de A- fois H3 au plus sur concentration de AH. Je peux donc réécrire ça de la façon suivante. Mais si je multiplie au numérateur et au dénominateur par ces deux termes, il faut que je rajoute le produit inverse avec AH et A- de façon à avoir une égalité qui soit vérifiée. Je multiplie ça par oméga, et là, en ouvrant bien les yeux, on s'aperçoit que à gauche, eh bien, c'est le Ka qui est apparu, et à droite, eh bien, c'est le Kb. Finalement, on peut donc dire que, quel que soit le couple acido-basique considéré, Ke égale Ka fois Kb. Et sur cette équation-là, j'applique l'opérateur P minuscule, donc moins log, de façon à obtenir PKE égale PKA plus PKB. Alors, cette relation, elle va être utile, puisque le PKE, on le connaît, puisque KE est une constante, PKE vaut 14, et donc elle nous permet de trouver assez facilement un KB ou un PKB lorsqu'un KA ou un PKA est connu. Pour conclure sur ce paragraphe avec l'autoprotolyse de l'eau, eh bien sachez que l'eau n'est pas le seul solvant susceptible de subir une autoprotolyse. Tous les solvants protogènes, qu'on avait appelés également les solvants protiques, peuvent subir une autoprotolyse. Je vous ai mis deux exemples sur le bas du tableau. Lorsqu'on considère l'acide acétique, eh bien, une des deux molécules peut jouer le rôle d'acide, l'autre le rôle de base. C'est une molécule amphotère. On obtient alors une molécule d'acide acétique protonée et un ion acétate qui correspond à une molécule d'acide acétique déprotonée. Deuxième exemple juste en dessous avec l'acide sulfurique qui lui aussi est un solvant protique et donc peut subir cette transformation d'autoprotolyse. On poursuit avec le paragraphe suivant, le petit 3, dans lequel on va faire une liste des couples acido-basiques qui sont à connaître. Alors, je vous ai mis un extrait du programme. Il est demandé des exemples usuels d'acides et de bases, et vous devez être en mesure de donner le nom, la formule chimique et la nature forte ou faible des acides et des bases qui figurent sur le document. Donc, il y en a plusieurs qui sont très très importants, d'autres qui sont un petit peu moins, je vais les souligner avec vous. Donc dans le premier tableau, je vous figure les couples de l'eau. Ceux-là, vous devez connaître les couples, les noms des espèces associées, et vous devez également retenir les valeurs de pK. En ce qui concerne le tableau sur les acides forts, eh bien celui le plus important, c'est l'acide chlorhydrique. Je vous ai mis donc le couple HCl gazeux, puisqu'on se souvient que HCl dans l'eau, c'est une espèce qui n'existe pas. Et ensuite, bon, l'acide nitrique, c'est un acide fort, mais beaucoup moins utilisé pour les expériences classiques. Par contre, l'acide sulfurique, lui, est très utilisé. Regardez pour l'acide sulfurique, H2SO4, c'est sa formule, il y a 2 protons labiles, et seule la première des deux acidités est forte. Ensuite, dans le tableau suivant, qui se trouve en haut de la page 5, on parle maintenant des sources d'ion hydroxyde, c'est-à-dire les composés qui vont donner des bases fortes. Alors, le plus courant, c'est d'utiliser de la soude. Alors, la soude, qu'on appelle également hydroxyde de sodium, je vous ai remis ici sa structure au tableau. NaOH solide. C'est bien de retenir que c'est de l'hydroxyde de sodium pour savoir de quoi est-ce qu'est constituée cette espèce chimique. Il s'agit d'un solide ionique qui contient à l'état solide des ions sodium, Na+, associés avec des ions hydroxyde, HO-. Soyez vigilants parce que lorsqu'on parle du couple acido-basique associé à la soude, donc à l'hydroxyde de sodium, eh bien on fait référence au fait qu'à l'intérieur, il y a des ions hydroxyde, HO-. Par conséquent, le couple acido-basique associé, ce sera un des couples de l'eau, le couple H2O liquide, HO- dissous. Donc pKa vaut 14. Je vais écrire là une bêtise parce que je la vois parfois et je veux absolument que vous chassiez cette vilaine idée de vos esprits. Parfois, on me dit, le couple associé, c'est le suivant, NaOH, NaO-.
Bah oui, puisqu'on a retiré un H+ de NaOH pour former NaO-. Ça, c'est quelque chose que vous devez absolument éviter d'écrire. Ça n'existe pas, c'est strictement faux. Un point également, ça peut être pour vous source de confusion. Dans le langage courant, par abus de langage, on appelle soude une solution aqueuse contenant de l'hydroxyde de sodium dissous. Donc faites attention, la soude, ce mot lorsqu'on l'emploie, ça peut être à la fois un composé solide ou alors une solution aqueuse contenant les ions Na+ et HO- dissous. Pour le dernier tableau, le plus grand, qui concerne les couples acide-base faibles, eh bien, vous voyez qu'il y a plusieurs formules. D'abord, il y a la deuxième acidité tout en bas. Je regarde le tableau de bas en haut. Donc tout en bas, il y a le couple associé à la deuxième acidité de l'acide sulfurique avec le couple hydrogénosulfate, ion sulfate. Et plus on remonte, plus le pouvoir de la base va être fort. Et à contrario, plus on va bas dans le tableau, plus le pouvoir de l'acide va être fort. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez retenir, vous pouvez le noter à côté. Lorsque le pK d'un couple est élevé, ça veut dire que l'acide est d'autant plus faible et la base d'autant plus forte. Et réciproquement, si le pK d'un couple est faible, s'il tend vers 0, ça veut dire que l'acide est d'autant plus fort et la base d'autant plus faible. Deux remarques sous ce tableau qui ont une certaine importance. Tout d'abord, une première concernant la molécule NH3. Il s'agit de la molécule d'ammoniac avec une terminaison en C. Mais si vous avez une solution aqueuse contenant des molécules NH3 dissoutes, on appellera cette solution de l'ammoniac QUE. Donc ça peut être parfois source d'indice dans certains sujets. Deuxième point, extrêmement important, une réaction qu'on a déjà vue au moins 5 fois depuis le début de l'année, c'est celle qui concerne le dihydrogénocarbonate, H2CO3. Ce composé, c'est du dioxyde de carbone dissous, puisque comme je l'ai écrit, H2CO3 est un composé susceptible de donner CO2 gazeux plus une molécule d'eau. C'est grâce à cet équilibre, cette réaction chimique équilibrée, qu'on est capable de préparer des boissons pétillantes avec du dioxyde de carbone dissous. C'est par exemple ce qui est fait lorsqu'on utilise les machines d'adjonction de gaz carbonique. On prend de l'eau du robinet, on appuie sur un bouton, il y a du CO2 gazeux qui est introduit à forte pression dans l'eau, il va se dissoudre et sa forme dissoute, ce sera H2CO3. C'est cette forme dissoute qu'on sent ensuite lorsqu'on boit ce genre de boisson. On poursuit avec d'autres définitions extrêmement importantes, à commencer par la définition du pH. Alors, tout d'abord, il faut savoir que ce que je vais dire ici concerne uniquement les solutions aqueuses. Donc, lorsqu'on est en solution aqueuse, le pH se définit de la façon suivante. C'est l'opposé du logarithme décimal de l'activité des H+ dissous dans l'eau. Ça, c'est la définition la plus rigoureuse. L'activité, vous savez qu'on peut la définir comme le rapport de la concentration sur C0. Et donc, on pourrait très bien écrire moins log de concentration de H+ sur C0. Bon, en réalité, ce C0, comme je vous l'ai dit, on ne va pas l'écrire en général. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ait un argument avec une dimension dans le logarithme. Donc, je vais écrire ça ici de façon simplifiée. Je vais l'écrire en dessous. pH égale moins log de la concentration en ion H+. Une petite remarque que je vous laisse écrire si jamais ça vous pose problème. Lorsqu'on écrit H+ aqueux, c'est une notation équivalente de H3O+ aqueux. Un proton H+, c'est un composé qui possède une lacune électronique qui est susceptible de s'associer à une molécule d'eau puisqu'il y a des doublés non-liants sur l'atome d'oxygène pour donner un ion H3O+. Donc, écrire l'une ou l'autre des deux formules chimiques ici, eh bien, c'est des notations différentes mais qui correspondent physiquement à la même chose. Donc, la formule qu'on retient pour le pH, c'est celle-ci et c'est celle que vous aurez à appliquer. Par contre, un fait à savoir, c'est que cette formule n'est valable que pour des pH qui ne sont pas trop faibles. En l'occurrence, elle serait applicable uniquement si le pH est supérieur ou égal à 1. Si jamais on avait un pH plus faible que 1,
ça voudrait dire que dans la solution, il y aurait beaucoup d'ions H3O+. S'il y en a beaucoup, on dit que la solution n'est plus idéale. Et dans une solution qui n'est pas idéale, l'activité n'est pas égale au rapport de la concentration sur ces zéros. On doit tenir en compte en supplément d'un coefficient qu'on appelle le coefficient d'activité. Là ici, je passe ça sous silence, en tout cas j'écris rien là-dessus, simplement parce que ce sera développé dans le cours de thermodynamique chimique, donc dans votre cours de chimie de deuxième année. Donc ce qu'on retient, c'est que lorsqu'on vous demandera de calculer un pH, vous appliquez cette formule. Concernant les plages de valeurs auxquelles on peut accéder, eh bien, le pH va être compris entre 0 et 14. Les valeurs 0 et 14, elles ne sortent pas de nulle part. Il s'agit du pKa du couple H3O plus H2O pour la valeur 0 et du couple H2O HO- pour la valeur 14. C'est pour ça que le pH est borné entre ces deux valeurs. On retient aussi que lorsque le pH est inférieur à 7, ça je ne le note pas parce que c'est assez facile, lorsqu'il est inférieur à 7, on dit que la solution est acide, lorsqu'il est supérieur à 7, la solution est basique, on dit aussi parfois alcaline, et lorsque le pH est rigoureusement égal à 7, on dit qu'on a une solution neutre, au pH neutre. Hein. Ça n'a rien à voir avec... enfin, ça n'a pas tout à fait à voir avec la neutralité électrique, mais un petit peu quand même. On reparlera de ça, du pH neutre, dans quelques minutes, quand on parlera du pH de l'eau pure. Deuxième définition, celle du pOH. Alors, le pH, c'est ce qu'on peut appeler le potentiel d'hydrogène, hein, hydrogène H+. pOH, ce sera le potentiel d'hydroxyde. Et tout ce qu'on a dit concernant le pH peut être répété pour le pOH. Je vais simplement résumer en gardant ce qu'on a dit à la fin. pOH, ce sera moins log de la concentration en ion hydroxyde. En ce qui concerne les valeurs extrémales de pOH, eh bien, il peut être compris entre 0 et 14. Et lorsque le pOH vaut une valeur inférieure à 7, la solution sera basique ou alcaline. Lorsque le pOH est supérieur à 7, la solution sera acide. Ce que vous pouvez retenir du coup, c'est que les échelles de pH et de pOH, elles sont orientées en sens inverse. Lorsque l'une des deux grandeurs augmente, l'autre diminue, et réciproquement. C'est ce qu'on essaye de démontrer dans le petit exercice que je vous propose juste en dessous. Montrer que pKe égale pH plus pOH. On sait en plus que le pKe, moins log du produit iodique de l'eau, il vaut 14. Donc, on essaye à travers cette équation de démontrer que la somme pH plus pOH est égale à 14, et ce, quelles que soient les conditions. Bien, c'est relativement simple. On commence par écrire la définition du KE, concentration des ions oxonium par concentration des ions hydroxyde. On prend ensuite l'opérateur P de cette équation. Donc, on applique moins log du côté gauche, moins log du côté droit, et on arrive alors à écrire pKe égale pH plus pOH. Ça, c'est une formule que vous pouvez retenir puisqu'elle permet d'évaluer le pH ou le pOH connaissant l'autre valeur. Donc voilà pour ces définitions, et ce qu'on va faire maintenant, c'est parler de diagrammes de prédominance. Les diagrammes de prédominance, vous les avez normalement déjà vus quand vous étiez au lycée, ce sont des diagrammes en un seul axe. L'axe sera gradué en pH, et ils vont être utilisés pour savoir sur quel domaine de pH on trouve plutôt de l'acide, plutôt de la base, quasiment exclusivement de l'acide ou quasiment exclusivement de la base. Donc pour illustrer la construction d'un diagramme de prédominance, j'ai choisi de travailler avec des notations générales et on va considérer le couple AH-A- associé à la valeur de pKa que j'ai simplement écrit pKa. Tout de suite, ce qu'il faut comprendre, c'est que puisque j'ai attribué à ce couple une valeur de pKa, eh bien forcément, les deux espèces à l'intérieur ne sont pas des espèces fortes. On aura un couple acide faible, base faible. Le but de ce paragraphe, c'est de déterminer comment évolue la concentration de l'acide AH et de la base A- lorsque le pH varie. Alors pour ça, on va avoir à établir d'abord une relation très importante qui se base sur la définition de la constante d'acidité. On a écrit il y a quelques instants cette définition. Elle est égale
au produit de la concentration de la base par la concentration des ions oxonium sur la concentration de l'acide, tout ça étant pris à l'équilibre. Si on applique l'opérateur moins P de part et d'autre de cette équation, on va donc avoir... pardon, j'ai dit moins P, c'est pas l'opérateur moins P, c'est l'opérateur moins log, c'est-à-dire l'opérateur P. On aura moins log de K qui est égal à PK. Et de l'autre côté, on aura moins log de A- sur AH. Et enfin, moins log de la concentration de H+, c'est-à-dire plus le pH. Cette relation, on l'écrit en général en isolant le pH, et on aura alors pH égale pKa plus log concentration de la base sur concentration de l'acide. Alors, vous voyez que la démonstration est pas très longue, ça fait partie des relations qu'on aura souvent à écrire, donc peut-être que vous la retiendrez par cœur à force de l'écrire, mais en tout cas, sachez la redémontrer. Vous voyez, ça prend même pas 2 lignes de calcul. Cette relation particulière, c'est ce qu'on appelle la relation de Henderson. Et elle est très intéressante puisque si on essaye de la faire parler, elle va relier 3 grandeurs. Tout d'abord, une constante thermodynamique, le pKa, une variable qui dépend de la solution, le pH, et elle va donc nous dire, pour un pH donné, quel est le rapport des concentrations de base sur concentration de l'acide. Alors, à partir de là, essayons de voir comment on peut faire parler cette relation. Tout d'abord, on dira que l'acide AH prédomine si la concentration de l'acide est supérieure à la concentration de la base. Donc si on est à 51% d'acide pour 49% de base, on peut dire que AH prédomine. Ça veut dire que dans le logarithme ici, on a le logarithme de quelque chose inférieur à 1, donc un logarithme négatif, et donc on en déduit que l'acide prédomine si le pH est inférieur au pKa du couple. Si jamais on veut aller plus loin sur le ratio entre l'acide et la base, on peut chercher le critère pour lequel l'acide est majoritaire. Dans ce cas-là, il faudra que la concentration de l'acide soit supérieure ou égale à 10 fois la concentration de la base. On réinjecte ça, par exemple, en prenant le cas de l'égalité, concentration de AH égale 10 fois concentration de A-, on injecte ça dans la relation de Henderson et on obtient alors si le pH est inférieur ou égal à la grandeur pKa moins 1. De façon tout à fait réciproque, on dira que la base A- prédomine si le pH de la solution est supérieur au pKa et A- est majoritaire si le pH de la solution est supérieur ou égal au pKa du couple plus 1. Alors pour la suite de la vidéo, juste je vous fais une parenthèse technique, je vais continuer en écrivant en noir parce que pour une raison que j'ignore, j'ai beaucoup de mal à effacer le bleu sur le tableau alors que le noir part plus facilement. C'est sûrement encore une fois dû aux interactions de Van der Waals, hein. Je vois que ça. Le dernier point à mentionner pour le diagramme de prédominance, c'est s'il y a égalité entre la concentration de la base et de l'acide, eh bien, dans la relation de Henderson, ça veut dire qu'on a le logarithme de 1 qui vaut 0, et donc on aura pH égale pKa. Ok, maintenant qu'on a analysé tout ça, ce qu'on va faire, c'est tracer le fameux diagramme de prédominance. Donc je prends un axe gradué en pH. Je vais commencer par mettre les valeurs extrémales du pH, 0 et 14. Je vais placer la valeur du pKa. Alors ici, c'est une notation générale, donc pour simplifier le schéma, je vais mettre le pKa au centre. On pourrait très bien le mettre plutôt à droite, plutôt à gauche, ça n'a pas vraiment d'importance.
on a vu qu'il y avait deux valeurs particulières qui étaient pKa-1 et également pKa+1. Et on va maintenant lister ce qu'on a dit précédemment. Donc tout d'abord, lorsque le pH est égal au pKa, eh bien on aura égalité des concentrations de l'acide et de la base. Ensuite, lorsqu'on est sur l'intervalle inférieur à pKa, donc sur tout cet intervalle-là, on aura AH qui prédomine. Et si on est en dessous de pKa-1, c'est-à-dire sur cet intervalle ici, eh bien on pourra même dire que AH est majoritaire. De façon tout à fait réciproque, lorsqu'on est entre pKa et 14, on dira que c'est cette fois la base A- qui prédomine. Et lorsqu'on est entre pKa+1 et 14, on dira que la base A- est majoritaire. Donc, concernant ces diagrammes de prédominance, on peut les réaliser de façon horizontale comme on l'a fait ici, mais vous verrez qu'on va beaucoup faire dans la suite de diagrammes verticaux. Donc, je vais représenter ce qu'on va faire pour la suite. Si on met le diagramme vertical, j'ai donc ici l'axe gradué en pH. On a vu que la grandeur qui définissait la frontière entre la zone de prédominance de l'acide et de la base, c'est le pKa. Donc dans la suite, on pourra mettre ici les valeurs numériques des pKa des couples avec lesquels nous travaillerons. En dessous de la valeur du pKa, on va mettre la forme acide, AH. Donc là ici, imaginez que vous ayez des pointillés pour délimiter la frontière. L'acide AH, eh bien, il est présent en dessous de la valeur de pKa. Donc je vais le noter ici, en dessous de la frontière. De plus, vous voyez que je l'ai dessiné sur la droite. Et dans la suite, tous les acides, on les représentera à droite. A contrario, la base est prédominante au-dessus de la valeur de pKa, donc je la dessine au-dessus de cette valeur, et on mettra dans la suite toutes les bases du côté gauche. On va d'ailleurs maintenant faire un petit parallèle de façon à bien comprendre les ressemblances qu'il y a entre les 4 premières leçons de ce chapitre. Dans les réactions acido-basiques, on va donc avoir des acides qui sont des donneurs de H+, les bases qui sont des accepteurs de H+. On peut donc dire qu'entre les deux, il y a une particule échangée qui sera, vous l'avez compris, le proton H+. Donc, ce qu'on peut rajouter ici, c'est que les acides peuvent être vus comme des donneurs de H+, et les bases des accepteurs de H+. Vous verrez que plus tard, quand on fera de l'oxydoréduction, eh bien, pour faire un petit aperçu de ce qu'on va voir, en oxydoréduction, on parle d'oxydant et de réducteur. Pour passer d'un oxydant à son réducteur conjugué, il faut un échange d'électrons, et on pourra à nouveau définir des accepteurs d'électrons et des donneurs d'électrons. Vous verrez également plus tard que dans la complexation et dans la précipitation, on peut réutiliser ces noms-là. Donc pour conclure sur les diagrammes de prédominance, vous allez voir qu'on va beaucoup les utiliser par la suite, notamment dans la partie grand 2 sur la prévision des réactions. Il existe également un autre type de diagramme que vous avez normalement pas étudié au lycée, qui s'appelle les diagrammes de distribution. Pour pouvoir les construire, eh bien, c'est relativement facile, puisque l'axe des abscisses que vous voyez ici, c'est rien d'autre qu'un diagramme de prédominance. Donc sur ce diagramme, gradué en pH, j'ai placé les valeurs extrémales, 0 et 14, la valeur pKa, le pKa du couple AH à-, on va regarder le même couple que celui qu'on avait pris au paragraphe petit 5. On met donc en avant ici les valeurs pKa-1 et pKa+1. Je vais essayer de le faire bien symétrique. Ce qu'on va essayer de faire à présent, c'est tracer des courbes en 2 dimensions qui vont nous donner le pourcentage d'une espèce. Donc ce pourcentage va être compris évidemment entre 0 et 100 en fonction du pH. C'est-à-dire qu'on va avoir un peu plus d'informations que pour le diagramme de prédominance. Le diagramme de prédominance nous dit on a plus de l'un que de l'autre. Là, on saura les pourcentages.
Alors tout d'abord, on va s'intéresser au tracé de la courbe qui correspond au pourcentage de la forme acide AH. Je vais garder les mêmes notations, je prends du rouge pour la forme acide. Et on va réutiliser ce qu'on a écrit au paragraphe petit 5. Tout d'abord, on a dit que lorsque pH est égal à pKa, il y avait égalité des concentrations entre l'acide et la base. Ça veut dire qu'on a un ratio 50-50. Donc la courbe rouge va passer par ce point-là. Pour le pKa, on est avec un ratio 50-50. Lorsqu'on est à pKa moins 1, on avait la concentration de l'acide supérieure ou égale à 10 fois la concentration de la base. Si on se place pile à la valeur pH égale pKa-1, on se trouve dans le cadre de l'égalité, et donc on aura 90% d'acide contre 10% de base. Donc la courbe rouge va passer par ici. Et si on part encore vers les pH les plus faibles, eh bien on va faire qu'augmenter le ratio d'acide par rapport au ratio de base. Donc lorsque le pH tend vers 0, le pourcentage d'acide tend vers 100%. De façon symétrique, lorsqu'on va vers les pH plus élevés, lorsqu'on est à pKa plus 1, il ne reste que 10% d'acide, et lorsque le pH tend vers 14, on va avoir le pourcentage d'acide qui tend vers 0. On peut à partir de là tracer une courbe qui sera une sigmoïde. La voici. En reprenant le même type de raisonnement, mais en travaillant maintenant avec le pourcentage de la forme basique A-, eh bien on est à 50% lorsque le pH vaut pKa, 90% à pKa plus 1, seulement 10% à pKa moins 1, et donc on a une courbe symétrique de la précédente pour la forme basique. Vous voyez donc qu'on a une courbe qui globalement a la forme de la lettre X minuscule. Et un petit commentaire maintenant. Ce diagramme de distribution, on l'a tracé pour un couple acide-base faible avec une valeur de pKa bien centrée. De façon à vous entraîner, je vous propose 4 exercices. Essayez, donc faites ça sur une feuille de brouillon, puis si jamais vous avez envie que je valide ce que vous avez dessiné ou si jamais vous avez des doutes ou des problèmes, vous me prenez ça en photo, vous l'envoyez par mail et on pourra comme ça échanger à ce sujet. Donc vous tracez le même type de diagramme, mais dans le cas où le pKa est très petit, lorsqu'il vaut 1. Deuxièmement, lorsqu'il est très grand, lorsqu'il vaut 13. Et vous essayez de tirer des conclusions sur le caractère possible, majoritaire ou prédominant de l'acide ou de la base. Deuxième type d'exercice, en considérant un diacide. Alors, si vous avez un diacide, en prenant des notations assez générales, on va pouvoir définir deux couples. Le premier, AH2. Vous voyez que j'ai mis 2 hydrogènes pour qualifier le caractère diacide. La base conjuguée, ce sera AH-. Le pKa associé à cette première acidité, eh bien, on va l'appeler pKa1. Et le second couple, eh bien, ce sera le couple AH- A charge de moins, avec un pKa associé, pKa2. Lorsqu'on a comme ça des acidités successives, vous pouvez d'ailleurs regarder les valeurs du tableau, on aura toujours pKa1 plus petit que pKa2. C'est-à-dire que le premier proton part toujours plus facilement que le deuxième. Donc essayez de tracer les diagrammes de distribution dans le cas où on a un diacide, premièrement, lorsque les pKa sont bien séparés. Pour ça, vous prenez un intervalle entre les pKa supérieur ou égal à 2. Et deuxièmement, lorsque les pKa sont relativement proches. Ok, donc pour la première partie qui portait sur des considérations assez générales, on en a terminé et on va maintenant passer à la partie grand 2, prévision de réaction. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart des exercices, on va vous donner une situation initiale. On va dire, on introduit telle quantité de composés, telle autre quantité de telle autre, on met autant de solvants, et à partir de cette situation initiale, on va vous demander de décrire les réactions qui ont lieu, de savoir si elles sont totales ou non totales, et donner également la composition finale du mélange, et le but ultime, c'est d'obtenir le pH. Alors, les chimistes ne sont pas des voyants ni des devins, par contre, eh bien, ils sont quand même des outils de prédiction. Donc, à partir de maintenant, vous pourrez presque prédire l'avenir, disons. À partir d'une situation initiale, vous pourrez établir l'état final d'un système. Pour ça, on va avoir besoin de poser des outils particuliers, et c'est ce qu'on va faire dans le premier paragraphe, qui est un paragraphe tout à fait général. On prendra ensuite un exemple plus concret.
Donc on considère ici deux couples acido-basiques que vous avez notés sur le document. Le premier couple A1H, A1-, avec un pKa associé pKa1 qui sera inférieur au pKa du second couple. On va étudier trois situations, enfin plutôt deux situations, et ensuite on va généraliser. Et dans un premier temps, on nous dit qu'on va mélanger des espèces A1H et A2-. Le but étant d'utiliser un diagramme de prédominance pour définir la réaction qui a lieu. Alors, puisqu'on veut utiliser un diagramme de prédominance, on va commencer par le dessiner. Et comme je vous l'avais dit, on va le dessiner en vertical. Sur ces diagrammes de prédominance, première chose à faire, placer les couples de l'eau. 14, c'est le couple H2O, HO-, et on va toujours mettre les acides sur la droite et les bases sur la gauche. Deuxième couple de l'eau, pour pKa égale 0, ce sera H3O+, H2O. On a également nos deux couples, celui associé au pKa le plus faible, c'est-à-dire pKa indice 1, ce sera le couple A1H, A1 charge moins, et à pKa2, A2H, A2 charge moins. On se place dans la situation que j'ai appelée le cas numéro 1. Et dans ce cas numéro 1, pour savoir quelle est la réaction qui va avoir lieu, eh bien, ce qu'on va faire, c'est commencer par faire un inventaire des espèces présentes. Alors, l'inventaire, très sincèrement, je pense que c'est la partie la plus facile. Il suffit de lire le sujet et d'entourer sur le diagramme les différentes espèces présentes. Par contre, méfiez-vous. Vous savez, quand vous avez des exercices comme ça à faire, qu'il va y avoir des calculs à faire. Et donc, le mauvais réflexe, c'est de se lancer directement dans les calculs. Si vous commencez des calculs sans avoir réfléchi avant, vous avez une chance sur deux de vous planter et de ne pas faire le bon calcul. Donc, on commence par faire cet inventaire. Donc, dans le cas numéro 1, on nous dit qu'on met A1H avec A2-. Donc, je vais ici entourer l'espèce A1H et l'espèce A2-. Est-ce que ce sont les seules espèces présentes? Non, il y en a une troisième, forcément. On fait des réactions en solution aqueuse. Il y a donc également de l'eau. À partir de là, on va poser un vocabulaire précis. On va regarder les zones de prédominance de A1H et de A2-. Pour l'acide A1H, en vertu de ce qu'on a dit précédemment, sa zone de prédominance, ce sera toute la zone de pH en dessous de pKa1. En ce qui concerne la zone de prédominance de la base A2-, c'est au-dessus de pKa2. Et là, on s'aperçoit d'une chose, c'est que les deux régions que je viens d'assurer, en bas et en haut, eh bien, elles n'ont aucun point commun. On dit que les deux zones de prédominance sont disjointes. Disjointe, ça veut dire que l'intersection des deux zones est nulle. À partir de là, on va donner un nom particulier. On va dire que A1H et A2- sont des espèces incompatibles. Le fait de dire qu'elles soient incompatibles, ça veut dire que l'une ne peut pas exister si l'autre est présente. En d'autres termes, ça veut dire que si vous avez un mélange contenant A1H et A2-, eh bien, il va y avoir une réaction pour laquelle la constante d'équilibre sera en faveur des produits. C'est ce qu'on va essayer de montrer maintenant avec justement l'écriture de la réaction et également l'établissement de l'expression générale de la constante d'équilibre. Alors, pour écrire l'équation de la réaction, on va regarder
dans un premier temps, l'acide le plus fort présent, et on a vu qu'un acide est d'autant plus fort que le pKa associé est faible. Donc là, on regarde uniquement la partie droite du diagramme. Les acides présents, il y en a deux, H2O et A1H. L'acide le plus fort, je viens de vous le dire, c'est celui qui sera le plus en bas sur le diagramme. C'est donc A1H. C'est notre premier réactif. Ensuite, on regarde non plus maintenant le côté des acides, mais on se place uniquement ici, du côté des bases. Et on sait qu'une base est d'autant plus forte que le pKa associé est élevé. Donc, on va regarder sur la gauche la base la plus haute présente. Là, ici, il y en a deux, l'eau et l'espèce A2-. L'espèce A2- est la base la plus forte. C'est notre deuxième réactif. À partir de ce système de deux réactifs, comment est-ce qu'on fait pour obtenir des produits? Eh bien, on utilise la définition de Brønsted d'un acide et d'une base. A1H, c'est un acide, il va perdre son H+. S'il perd H+, il devient A1-. Et où est-ce qu'il part, le H+? Bien, il est récupéré par la base A2- qui devient par conséquent A2H. Le raisonnement que je viens de faire ici, je vous conseille vraiment de le réétablir à chaque fois. Vous vous dites qui est l'acide, qui est la base, l'espèce acide, quelle est sa nouvelle formule chimique lorsqu'on retire un H+, et la base, quelle est sa nouvelle formule chimique si on ajoute un H+. Sachez également, je vais vous donner une règle que je n'apprécie pas parce qu'elle peut donner lieu à des aberrations au niveau de la réaction, mais elle existe donc je la mentionne. On utilise parfois une règle qu'on appelle la règle du gamma, c'est-à-dire que on va repartir sur le diagramme de prédominance et regarder quels sont les deux réactifs. Vous voyez que là, ici, ce sont A2- et A1H. On va alors dessiner la lettre gamma. Je l'ai mal faite. Et cette lettre gamma va nous donner les produits de la réaction. Vous voyez qu'on passe d'abord par réactif, on fait une boucle et on obtient produit. Pourquoi est-ce que je ne l'aime pas? Eh bien parce que vous voyez que si vous le dessinez mal, comme je l'ai fait ici, vous risquez de dire que A1H va devenir H2O, alors qu'en réalité, il n'en est rien. Donc, mon conseil, vous le prenez ou pas, c'est de ne pas utiliser la règle du gamma et repartir sur le fait qu'il y a un transfert de protons depuis l'acide vers la base. Concernant cette réaction, elle est équilibrée et sa constante d'équilibre, K0, elle peut être obtenue à partir des activités, des constituants physico-chimiques. Ici, ils sont tous dissous, donc on va avoir concentration de A1- par concentration de A2H divisé par concentration de A1H multiplié par concentration de A2-. On souhaite maintenant donner une expression générale de cette constante d'équilibre K0. Les seules grandeurs qui sont supposées connues, ce sont les Ka ou les pKa associés à chacun des deux couples. Donc ce qu'on va faire, c'est essayer de faire apparaître le Ka1 et Ka2. Pour ça, eh bien, on peut utiliser une petite ruse mathématique en disant qu'on a ici A1- fois H divisé par l'acide A1H fois A2H divisé par concentration des ions H+, et il nous reste à placer A2-. Vous voyez donc que j'ai introduit la concentration des ions H+, noté H minuscule, au numérateur et au dénominateur, ce qui ne modifie pas l'égalité. Ce qui permet également de faire apparaître, là ici, Ka1, et ici, 1 sur Ka2. Par conséquent, K0 est égal à Ka1 sur Ka2. De plus, vous savez que pKa, c'est égal à moins log décimal du Ka. Par conséquent, en utilisant les propriétés de la fonction logarithme, on peut très bien écrire que Ka est égal à 10 puissance moins pKa. C'est ce que je vais faire dans l'équation qui est juste au-dessus, en disant que c'est égal à 10 puissance moins pKa1 sur 10 puissance moins pKa2. Ce qui va donc nous faire, au final, K0
égale 10 puissance pKa2 moins pKa1. Étant donné qu'on a supposé que pKa2 était plus grand que pKa1, ça veut dire que la puissance de 10 est supérieure à 1, donc que K0 est plus grand que 10. Donc au final, comme je vous le disais, on aura une réaction déplacée dans le sens de formation des produits. Alors concernant le cas numéro 2, j'ai refait ici le diagramme de prédominance. Vous n'êtes pas obligé de le reconstruire, vous pouvez réutiliser celui qu'on a dessiné pour la première réaction. On nous dit cette fois qu'on mélange les espèces A2H et A1-. Donc le but du jeu, c'est de trouver la réaction qui a lieu et donner l'expression de sa constante d'équilibre en fonction des pK, comme précédemment. Donc là, le premier point à réaliser, je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que vous en souvenez, c'est faire un inventaire des espèces présentes. Donc l'inventaire, je vais le faire en encerclant en vert les espèces introduites initialement. L'eau, c'est le solvant, sera toujours présente. Et on nous dit qu'on met A2H et A1-. Là, ici, je me suis trompé, c'est A1-. Pour avoir la réaction qui aura lieu, eh bien, on cherche l'acide le plus fort. Donc, on regarde sur la droite du diagramme, on cherche le composé présent le plus bas possible. C'est ici l'espèce A2H. Du côté des bases, on cherche la base la plus forte présente. Ce sera ici l'espèce A1-. À partir de là, eh bien, on écrit la réaction qui a lieu. Donc, on va écrire A2H plus A1-. Ça va être nos deux réactifs, les deux espèces les plus fortes présentes. L'espèce A2H se comporte comme un acide, elle va perdre un H+, pour donner A2-. Ce H+, est récupéré par A1-, qui va par conséquent devenir A1H. Ok. Arrivé ici, on cherche à déterminer l'expression littérale de la constante d'équilibre, donc K0 de cette réaction-là. Alors, on va l'appeler R2 pour le cas numéro 2. Si on appelle la réaction du K1 la réaction R1, eh bien, on constate que K0 de la réaction R2, ce sera égal à 1 sur K0 de la réaction R1. La raison est simple, c'est que la réaction R1, eh bien, on l'avait écrit dans le sens opposé, A1H plus A2- donne A2H plus A1-. Dans le chapitre 1, on avait vu que lorsqu'on intervertit la position des réactifs et des produits sur une équation de bilan, eh bien, ça revient à prendre pour la constante d'équilibre l'inverse. Par conséquent, ici, K0 de la réaction R2 sera égal à 10 puissance pKa1 moins pKa2. Et cette fois-ci, la puissance va être négative. Et du coup, eh bien, la réaction R2 va être défavorable, c'est-à-dire qu'elle va privilégier la rétention des réactifs et non pas leur transformation en produit. Ok, à partir de là, dernier point à mettre en évidence sur ce cas numéro 2, ça concerne les espèces A1H et A2-. Comme tout à l'heure, je vais assurer les domaines de prédominance pour voir si on est dans une situation identique ou différente au cas précédent. Pour l'espèce A2H, eh bien, c'est un acide, il prédomine en dessous de pKa2. Pour l'espèce A1-, c'est une base, donc je mets ici la frontière pKa1, et A1- va être prédominant au-dessus de la frontière pKa1. Vous remarquez donc qu'il existe tout un domaine de pH, cet intervalle ici, doublement assuré, pour lequel l'espèce A1- coexiste avec l'espèce A2H. En d'autres termes, on voit grâce à ce diagramme de prédominance que les espèces A1- et A2H possèdent une certaine stabilité l'une vis-à-vis de l'autre. Si on souhaite maintenant généraliser
les deux résultats que nous avons vus ici. La généralisation porte sur l'expression d'une constante d'équilibre dans le cadre d'une transformation acido-basique. C'est ce que je note K0, indice AB. AB pour acido-basique, comme en orga. On voit que dans un cas comme dans l'autre, on a 10 puissance, un écart entre les pKa. Qu'est-ce qui change? Bien, dans le cas numéro 1, on avait pKa2 moins pKa1. Dans le cas numéro 2, c'est l'inverse. Donc, on aura 10 puissance plus ou moins l'écart entre les pKa pris en valeur absolue. Il nous reste à préciser dans quel cas on place le signe moins, dans quel cas on place le signe plus. Et pour ça, on va réutiliser le vocabulaire d'espèces incompatibles. On mettra le signe moins si l'acide et la base qui sont en train de réagir sont incompatibles. Incompatible, je vous rappelle, ça signifie que leurs domaines de prédominance sont disjoints. Et on mettra le signe plus sinon. C'est-à-dire, dans le cas où l'acide et la base ne sont pas incompatibles, comme ce qu'on vient de voir sur le cas numéro 2. Cette relation, eh bien, je vous conseille de la retenir, puisqu'on aura à la réutiliser très très fréquemment, et vous pourrez même, si ce n'est pas demandé explicitement dans un exercice, vous pourrez l'utiliser sans avoir au préalable à la redémontrer. Dans le paragraphe suivant, donc, on garde le même type d'exercice, mais on se base maintenant sur un exemple concret. Alors, je vous dis qu'on mélange à l'instant initial de l'ammoniac à 0,1 mol par litre et de l'acide acétique à 0,1 mol par litre. Et on vous pose ensuite des questions. Quelle réaction a lieu, quelle est la constante d'équilibre de cette réaction, déterminer toutes les concentrations à l'équilibre, et on va même aller encore plus loin en cherchant à calculer le pH une fois l'état d'équilibre atteint. Alors, dans cet énoncé, j'ai volontairement mis des mots pour décrire les réactifs chimiques, de façon à se forcer un petit peu à faire la correspondance entre le nom et la formule chimique d'une entité. Ça fait partie des compétences exigibles dans le cadre du programme. Alors, concernant l'ammoniac, on l'a déjà croisé plusieurs fois, faites un petit peu appel à vos souvenirs. Est-ce que vous avez sa formule chimique en tête? L'ammoniac a pour formule NH3, et c'est la base du couple NH4 plus NH3. Donc, je l'entoure pour vous montrer que l'ammoniac est NH3. Concernant le pKa associé à ce couple, eh bien, regardez dans le tableau acide faible, base faible que je vous avais donné un peu plus haut dans le document, le pKa se trouve à 9,2. Ensuite, concernant l'acide acétique, est-ce que vous avez sa formule? Logiquement, tout le monde doit l'avoir, hein, c'est de la nomenclature systématique. Il s'écrit CH3, CO, OH. Alors, je l'ai écrit comme ça parce que je vais préférer utiliser une petite abréviation. En chimie organique, on utilise par exemple ME pour méthyle, ET pour éthyle. Et bien ici, on repère dans la structure de l'acide acétique un fragment fréquemment rencontré, celui-ci, qu'on appelle le fragment acyle. Et ce fragment acyle, on va le noter AC. Par conséquent, lorsqu'on parle de l'acide acétique, dans cette leçon, et vous pouvez utiliser ça ailleurs également, on va l'écrire de la façon suivante, AC, OH. La base conjuguée, c'est l'ion acétate, qu'on va pouvoir noter AC O-. Alors si jamais cette notation ne vous convient pas, vous pouvez écrire les choses comme je vais le mettre là, CH3, CO2H, CH3, CO2-. Concernant le pKa de ce couple, vous le retrouvez encore dans le tableau, il est à 4,8. On n'oublie pas que, même si ce n'est pas mentionné explicitement, lorsqu'on fait une réaction en solution aqueuse, le solvant H2O est également une espèce dont il va falloir tenir compte. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est tracer le diagramme de prédominance en plaçant sur ce diagramme tous les couples avec les pKa associés des espèces présentes. Alors, en moins de temps qu'il en faut pour le dire, j'ai fait ici le diagramme, je le commente un instant. J'ai placé d'abord les deux couples de l'eau, H3O plus H2O pour un pKa 0,
H2OH- pour un pKa 14, et ensuite le couple acide acétique ion acétate à pKa 4,8 et ammonium-ammoniac à pKa 9,2. Le but, c'est de déterminer l'équation de la réaction qui a lieu avec le mélange qu'on nous a décrit il y a un instant. Donc, première chose à faire, là logiquement vous avez votre petite lumière là, qui s'allume pour commencer par faire l'inventaire des espèces présentes. Alors cet inventaire, je vais le réaliser en entourant en bleu les espèces introduites initialement. C'est un inventaire à t égale 0. L'eau, c'est le solvant, elle sera toujours présente. On a également mis de l'ammoniac et de l'acide acétique. Je vous rappelle aussi, même si je ne l'écris pas, que tous les acides sont ici à droite et toutes les bases sont listées à gauche. Pour avoir la réaction qui a lieu, celle qu'on appellera plus tard la réaction prépondérante, on a déjà vu la méthode, il faut chercher l'acide le plus fort de tous ceux qui sont présents et la base la plus forte parmi toutes celles qui sont présentes. Pour les acides, on regarde du côté droit du diagramme et on cherche l'espèce la plus basse. C'est ici l'espèce acide acétique. Du côté des bases, on cherche l'espèce la plus haute et c'est donc la molécule d'ammoniac. Une fois qu'on est arrivé là, on écrit donc les deux réactifs, ceux qui sont présents initialement, ACOH plus NH3, et on s'arrête un instant pour écrire la structure des produits. ACOH va jouer le rôle d'acide, il va perdre un H+. Si on prend ACOH et qu'on retire H+, on obtient ACO-. Et concernant l'ammoniac, NH3, c'est une base qui capte H+, pour donner l'ion ammonium NH4+. On a ici l'équation de la réaction prépondérante. Maintenant, si on veut la constante d'équilibre de cette réaction, K0, eh bien on va utiliser le résultat général qu'on a démontré il y a un instant, en disant que K0 c'est égal à 10 puissance plus ou moins l'écart entre les pKa. On essaye de déterminer le signe plus ou moins dans un premier temps, et pour ça, on va regarder la position de l'acide acétique et de l'ammoniac. L'acide acétique, il est stable sur la zone basse du diagramme, en dessous de 4,8. Pour l'ammoniac, il est stable dans la zone haute, au-dessus de 9,2. Les deux domaines ne se recoupent pas, les espèces sont incompatibles, on va mettre le signe plus. Donc K0 égale 10 puissance plus 4,4. Par conséquent, la réaction avec laquelle on travaille ici est une réaction quantitative, on dit aussi une réaction quasi-totale. Alors pour cette réaction, on nous demande ensuite de déterminer toutes les concentrations à l'état d'équilibre. Ça, c'est un exercice qu'on a appris à faire depuis le chapitre numéro 1. À partir d'un état initial, si on veut obtenir la composition de l'état final, dans le cas d'une réaction équilibrée, on doit faire le tableau d'avancement, puis utiliser la constante d'équilibre. Là ici, si je fais le tableau d'avancement entre l'instant initial et l'instant final, donc je vais mettre EI pour état initial, EF pour état final. Je vais appeler la concentration initiale, on avait la même chose pour l'acide acétique et l'ammoniac, je vais noter grand C, la concentration de 0,1 mol par litre. Donc on a ici grand C, les produits ne sont pas présents initialement, je mets donc 0. À l'état final, on aura pour chacun des réactifs une concentration restante C-X, avec X l'avancement volumique en mol par litre. Je précise également que ce tableau d'avancement, je l'ai réalisé en mol par litre. Et on peut utiliser cette unité puisque, après mélange, le volume est constant. Si on veut déterminer la composition finale, il nous faut connaître, vous le voyez, ces 4 cases du tableau d'avancement, et donc il nous faut déterminer la valeur de X. Pour déterminer cette valeur, on utilise l'expression de la constante K0. Cette constante standard, elle s'exprime en fonction des activités des produits sur les activités des réactifs, puissance leur nombre stöchiométrique. Et ici, je vais exprimer directement ces activités comme les concentrations à l'aide des notations de la ligne du bas du tableau d'avancement, puisque K0 est valable à l'état d'équilibre, c'est-à-dire à l'état final du système. Je vais donc avoir X sur C moins X. Pardon, je me suis trompé en parlant. C'est X carré sur C moins X.
le tout au carré. Une petite remarque, là ici vous voyez que j'ai pris une notation qui peut paraître un petit peu étrange. Pour l'état final, je n'ai pas mis x équilibre. C'est simplement parce que écrire ces indices, c'est fastidieux et en général, ce n'est pas fait. Donc, apprenez à faire de la sorte pour vous faciliter la rapidité d'écriture. Donc, arrivé ici, on peut passer le terme du dénominateur à gauche, développer puis factoriser pour arriver à une équation du second degré en x. Pour résoudre cette équation du second degré, méthode classique, vous calculez le discriminant, vous calculez les racines, vous montrez qu'il y en a une qui est négative, qui n'a pas de sens physique, donc on l'élimine, ou alors il y en a une des deux, si elles sont toutes les deux positives, il y en a une des deux qui sera trop grande, c'est-à-dire qu'on aurait x final supérieur à x max, qui vaut ici 0,1 mol par litre, et dans ce cas-là, vous éliminez la valeur trop grande. Ou alors, on peut être un petit peu plus astucieux. Là ici, vous allez voir que dans ce chapitre, je vais vous proposer des méthodes de calcul qui se basent sur des astuces et sur des approximations. Donc ce que je vais faire, c'est reprendre la réaction en tenant compte du fait qu'elle est quasi totale. Si elle est quasi totale, je peux imaginer, de façon fictive, que la réaction est d'abord totale et qu'elle revient un petit peu en arrière. Si j'imagine ça, ce n'est pas réellement ce qui se passe dans le bécher, mais on arrive au même état final. Si je réécris du coup le tableau d'avancement, donc ACOH plus NH3 donne ACO- plus NH4 plus. L'état initial, je le recopie, C0, 0. Si la réaction était totale, eh bien, on aurait consommation du réactif limitant. Là, ici, on a des nombres stoichiométriques qui valent 1 et des concentrations initiales égales. Les deux réactifs sont limitants tous les deux. Et on imagine qu'à partir de ce nouvel état, la réaction revient en arrière. Donc, si on consomme les produits, on va en faire disparaître une certaine fraction. Je vais donc noter C moins epsilon, avec epsilon, une grandeur en mol par litre, qui est petite, qui est négligeable devant C. Et du coup, pour chacun des deux réactifs, on aura la valeur epsilon. Analysez la dernière ligne du tableau d'avancement, il y a une simplification qui peut être réalisée qui se base sur ceci. Si epsilon est négligeable devant C, alors ça signifie que le terme C moins epsilon est à peu près égal à C. Par conséquent, lorsqu'on calcule la constante d'équilibre K0, qui est égale à C moins epsilon le tout au carré, divisé par epsilon carré, donc ça c'est l'expression exacte, on peut lui donner une expression approximée, qui sera C carré sur epsilon carré. J'ai négligé epsilon devant C. À partir de là, on peut isoler le terme epsilon en disant que c'est égal à C sur la racine de K0. À partir de là, eh bien, on peut faire l'application numérique. La concentration C vaut 10-1 mol par litre. La constante d'équilibre K0, c'est 10 puissance 4,4. Et lorsqu'on en prend la racine, c'est comme si on passait à la puissance 1,5. Donc, racine de K0, c'est égal à 10 puissance 4,4 sur 2. Donc, ça nous fait 10 puissance 2,2. Autrement dit, epsilon égale 10 puissance moins 3,2. Et ce, en mol par litre. On peut s'arrêter un petit instant sur cette valeur. On a dit tout à l'heure, par hypothèse, que epsilon était très inférieur à la concentration initiale. On trouve 10 puissance moins 3,2. La concentration initiale, c'est 10 moins 1. On a entre les deux un facteur supérieur à 100. Donc l'hypothèse qu'on avait formulée était une bonne hypothèse. On ne s'est pas trompé dans la formulation. Et donc on conserve cette valeur pour epsilon. À partir de là, on a la concentration d'acide acétique, la concentration d'ammoniac, et concernant les concentrations
d'ion acétate et d'ion ammonium, eh bien on dira que c'est égal à 0,1 mol par litre. Pour finir cet exemple, il nous reste la toute dernière question. Donc là, on a toutes les concentrations à l'équilibre. Il nous reste à préciser quelle est la valeur du pH du mélange final. Alors, pour calculer le pH, on va avoir au total 3 relations. Je vais écrire ça en noir. Donc, ce que je veux dire là, c'est assez important. Ça fait partie des méthodes de calcul que vous aurez à utiliser. Je vous propose de l'écrire et ensuite de l'encadrer en évidence dans votre cours. Pour calculer le pH, la première relation qu'on peut utiliser, c'est la définition. pH égale l'opposé du logarithme décimal de la concentration en H+. Ici, si on analyse un petit peu le système, la concentration de H+, eh bien, elle n'apparaît jamais. Finalement, cette relation ne peut pas être exploitée pour cet exemple. La deuxième relation, c'est de se dire que le pH est égal à pKe moins pOH, et on sait que pKe vaut 14, donc pH égale 14 moins pOH. Ça veut dire que si on est capable de calculer le pOH, par exemple si on connaît la concentration en ion hydroxyde, on peut remonter facilement jusqu'à la valeur du pH. On analyse encore une fois ce qu'on a ici à droite. L'ion hydroxyde n'apparaît pas. Finalement, on ne peut pas calculer le pOH. Cette deuxième relation qui est dans notre boîte à outils, elle ne peut pas être utilisée ici. Troisième et dernière relation qui nous donne l'expression du pH, elle se base sur la présence d'un couple acide-base faible, c'est la relation de Henderson. Et elle nous dit que pH est égal au pKa du couple AH A- plus le logarithme décimal du rapport concentration de la base sur concentration de l'acide. Ah, bien regardez, cette dernière relation, elle va nous sauver la vie, puisque on connaît la concentration des ions acétiques, de l'acide acétique et des ions acétates, donc on peut l'appliquer pour ce couple-là, et on peut même l'appliquer pour le couple ammonium-ammoniac. Donc si on écrit ça, tout d'abord, pour le couple de l'acide acétique, on aura pKa-ACOH on aura pH égale pK du couple ACOH-ACO- plus logarithme des concentrations donc de la base. La base, c'est ACO-, sa concentration dans le tableau, c'est ici égal à C- epsilon, et on a vu que c'était à peu près égal à C. Donc je vais mettre au numérateur grand C, et au dénominateur, c'est l'acide epsilon. Si on applique Henderson pour l'autre couple, on aura pH égale pKa du couple NH4 plus NH3 plus log concentration de, je vais l'écrire tout de suite, concentration de la base NH3, c'est-à-dire epsilon, divisé par la concentration de l'acide NH4 plus, c'est-à-dire C. Et ici, on s'aperçoit qu'on a log de C sur epsilon, la log de epsilon sur C. Eh bien, ce qu'on peut essayer de faire, c'est la somme de ces deux équations. Donc, si je les note E1 et E2, la somme des équations E1 plus E2 va nous mener à la relation suivante. pH égale 1,5 facteur de pK du couple de l'acide acétique et de l'ion acétate plus pKa du couple ammonium-ammoniac. Et en reprenant donc les valeurs numériques, pour le pK de l'acide acétique, on est à 4,8. Pour le couple de l'ammonium et de l'ammoniac, on est à 9,2. On se retrouve donc au final avec un pH qui vaut 7. On remarque donc à travers cet exemple que le fait d'avoir un pH 7,
n'exclut pas le fait d'avoir des acides et des bases présents en solution. Donc pour conclure sur ce paragraphe petit 1 de prévision de réaction, on va aborder maintenant un aspect concernant les titrages. On reviendra plus précisément sur les titrages à la fin de la leçon. Le problème qui se pose est le suivant. Lors d'un titrage, parfois on a une seule réaction chimique susceptible de se produire. Ça c'est un cas simple dont on n'a pas grand-chose à dire de plus. Par contre, s'il y a plusieurs réactions qui peuvent se produire, la question c'est de savoir est-ce que ces réactions vont se dérouler en même temps ou est-ce qu'elles vont avoir lieu les unes à la suite des autres. Pour avoir la réponse à cette question, il faut utiliser la constante d'équilibre de la réaction. Et donc, le critère, c'est celui que je vous ai mentionné. On écrit les réactions de titrage possibles, on calcule leur constante d'équilibre et on en fait le rapport. Si le rapport de ces constantes d'équilibre est compris entre 10-2 et 10 puissance 2, alors les deux transformations vont avoir lieu simultanément. Si jamais le rapport est inférieur à 10-2 ou supérieur à 10 puissance 2, et bien dans ce cas-là, les réactions auront lieu de façon successive. Alors pour illustrer ce qui se passe, voici la situation avec laquelle je vous propose de travailler. On réalise le titrage avec dans le bécher une solution qui contient de l'acide acétique, je vous ai mis entre parenthèses le pKa du couple acide acétique-ion acétate, et du chlorure d'ammonium. Dans le chlorure d'ammonium, ce sont les ions ammonium NH4+, qui portent une réactivité acide, et le pKa associé au couple ammonium-ammoniac est à 9,2. En solution titrante, on utilise de la soude, c'est-à-dire une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. Le composé actif, c'est l'ion hydroxyde, HO-, qui est une base forte, et le pKa associé, c'est celui du couple H2O-HO-, dont la valeur vaut 14. Si on établit le diagramme de prédominance, donc on place l'axe gradué en pH, on place les couples de l'eau, A14, H2O, HO-, A0, H3O+, H2O, à 4,8 ACOH, ACO-, et à 9,2 NH4+, NH3. Lorsque vous faites ces diagrammes, soyez bien vigilant à mettre tous les couples des espèces qui interviendront. Faisons un inventaire des espèces présentes pour déterminer les réactions possibles. Alors, cet inventaire, pour le réaliser, je vais imaginer qu'on a versé une goutte de solution titrante dans le bécher, mais qu'elle n'a pas encore eu le temps de réagir. Donc, les espèces présentes sont tout d'abord le solvant, H2O. Dans le bécher, il y a également de l'acide acétique, ACOH. Il y a aussi des ions ammonium, NH4+. Et puisqu'on a versé une goutte de solution titrante, on a aussi des ions hydroxyde, HO-. Si on regarde du côté des bases, dans un premier temps, la base la plus forte, c'est l'ion hydroxyde. Du côté des acides, eh bien, il y en a trois. L'acide acétique, les ions ammonium et l'eau. Envisageons les réactions de l'ion hydroxyde avec chacun de ces trois acides. La réaction qu'on va noter R1, ce sera celle entre l'ion hydroxyde, HO-, et l'acide le plus fort, ACOH. Les produits qu'on obtient sont de l'eau et un ion acétate. Je laisse un petit peu de place pour calculer en dessous la constante d'équilibre K01. Alors, pour l'avoir, cette constante d'équilibre, il nous faut considérer l'écart entre le pKa qui est ici et le pKa qui est là-haut. Est-ce qu'on va mettre un signe plus ou moins? Eh bien, l'acide acétique est stable en dessous de 4,8, les ions hydroxydes au-dessus de 14, les deux domaines sont disjoints, on doit mettre 10 puissance plus delta pKa, et pour aller de 4,8 jusqu'à 14, il nous faut 9,2. La deuxième réaction, on va la noter R2,
qui peut avoir lieu fait intervenir la base la plus forte et le deuxième acide le plus fort, l'ion NH4+. Elle s'écrit ion hydroxyde HO- plus NH4+, donne de l'eau plus une molécule d'ammoniac. Concernant la constante d'équilibre de cette réaction, K02, eh bien, ce sera encore une fois 10 puissance plus quelque chose, plus l'écart entre les pK, puisque vous voyez que le domaine de prédominance de NH4+, comment dire, il ne se recoupe pas, il est disjoint du domaine de prédominance de HO-. Donc, pour aller de 9,2 jusqu'à 14, il nous faut 4,8. Et enfin, la dernière réaction, R3, c'est celle qui fait intervenir HO- et H2O. Elle s'écrira HO- plus H2O donne H2O joue le rôle d'acide, il perd un H+, qui est récupéré par HO-, on obtient la même chose. H2O plus HO-, constante d'équilibre K03, égale 1. Ok, donc finalement, cette réaction R3, vous êtes d'accord avec moi qu'elle ne fait pas avancer le Schmidblick, donc on n'est pas obligé de la considérer plus que ça. Maintenant, on regarde les réactions R1 et R2. Est-ce qu'elles vont avoir lieu simultanément ou de façon successive? Eh bien, si on fait le rapport K01 sur K02, on s'aperçoit qu'on a quelque chose de plus grand que 10 puissance 2, et donc les réactions vont être successives. Laquelle va avoir lieu en premier? Eh bien, c'est la réaction qui a la constante d'équilibre la plus grande. Donc, on va noter ça. Essayons de comprendre ce que cela signifie. Pour ça, on va se mettre un instant dans la peau d'un ion hydroxyde. En tant qu'ion hydroxyde, on a une réactivité de base forte. Imaginez qu'on fasse tomber une goutte d'ion hydroxyde, de solution contenant des ions hydroxydes dans le bécher. Les ions hydroxydes ont alors différents partenaires pour réagir. Soit de l'acide acétique, soit des ions ammonium, ou alors de l'eau. Mais on a vu que de l'eau, ça reformait des ions hydroxydes et ça n'avait pas d'influence. Eh bien, le fait de dire que la constante d'équilibre K01 est très supérieure à K02, ça veut dire que, d'un point de vue gain de stabilité du système, il vaut mieux pour un ion hydroxyde qu'il réagisse avec l'acide acétique qu'avec l'ion ammonium. Si on envisageait que l'ion hydroxyde réagisse d'abord avec un ion ammonium, ce qui se passerait, c'est que la réaction inverse se produirait de façon à former d'abord le produit issu de la réaction R1. Ok, donc maintenant qu'on a vu ça, on le garde en tête, on verra que cette remarque-là est également intéressante dans le cas des polyacides un peu plus tard. Ce qu'on va faire désormais, c'est développer une méthode algorithmique qui va nous permettre de déterminer la composition finale d'un système. Cette méthode, elle est extrêmement importante, c'est ce qu'on appelle la méthode de la réaction prépondérante, et je vous l'ai représentée sur la droite. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre la vidéo en pause un instant, redessiner sur votre feuille tous ces petits carrés, et je vais commenter comment ça se présente. Alors, pour la méthode de la réaction prépondérante, ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est ce qu'on a fait précédemment. Commencez par tracer un diagramme de prédominance et faites attention de bien mettre sur ce diagramme tous les couples, avec tous les pK, même ceux des espèces qui ne sont pas introduites initialement. Je m'explique, si jamais vous mettez par exemple de l'acide phosphorique, H3PO4, eh bien vous n'allez pas placer sur le diagramme que le pK du couple H3PO4, H2PO4-. Vous allez mettre tous les pK des couples successifs correspondant aux déprotonations successives de H3PO4. Deuxièmement, une fois que ce diagramme est fait, avec toutes les espèces possibles et imaginables compte tenu de la situation présentée, eh bien, vous faites un inventaire des espèces présentes. Et pour ça, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser des couleurs et des formes différentes. Pensez que si vous entourez à chaque fois en couleur, si vous tombez sur un correcteur daltonien, il ne va pas pouvoir vous corriger correctement. Donc, vous pouvez mettre par exemple des astérisques à côté des espèces présentes, vous pouvez les souligner, les encercler, les mettre dans des petits carrés ou dans des triangles. Donc, une fois que cet inventaire a été fait, on écrit la réaction prépondérante. La réaction prépondérante, c'est celle qui va avoir lieu
en premier temps. C'est celle qui a la constante d'équilibre la plus élevée. Pour pouvoir l'écrire, dans le cas des réactions acido-basiques, on va chercher l'acide le plus fort et la base la plus forte. Plus tard, lorsqu'on appliquera cette méthode à d'autres types de transformations en solution aqueuse, eh bien, il suffira de chercher l'accepteur de particules le plus fort et le donneur de particules le plus fort. À partir de là, deux situations s'offrent à vous. On va regarder d'abord ce que j'ai dessiné ici sur la droite. Si la constante d'équilibre est très supérieure à 1, ça veut dire que la réaction va être quantitative. On avait développé ce critère dans le chapitre numéro 1 et on avait dit qu'on pouvait prendre un critère assez exigeant sans être non plus irréalisable, le fait de dire que K0 doit être supérieur à 1000. Dans ces cas-là, vous allez formuler l'hypothèse suivante. La réaction prépondérante est une réaction totale. On ne tient pas compte du fait qu'elle est quasi totale, par exemple. On fait comme si elle était totale, et à partir de là, on dresse le tableau d'avancement et on calcule les concentrations de l'état final. Évidemment, pour arriver à ces concentrations, vous allez consommer le réactif limitant, et il va peut-être rester de l'autre réactif. Quoi qu'il en soit, vous avez, après cette étape-là, une nouvelle composition dans votre système. À partir de là, vous allez réaliser une boucle. Cette nouvelle composition, vous allez la mettre en évidence sur le diagramme de prédominance à l'aide de la flèche que je viens de rajouter à droite qui boucle au niveau de l'inventaire des espèces présentes. Vous refaites du coup un nouvel inventaire, vous cherchez la réaction prépondérante qui a lieu entre l'acide le plus fort et la base la plus forte, et vous allez décrire cette boucle autant de fois que nécessaire, et rassurez-vous, ce ne sera jamais une boucle infinie, contrairement à certains de vos programmes qui auraient pu planter pendant l'année. Donc vous allez faire cette boucle, et au bout d'un moment, vous arrivez dans une situation où la constante d'équilibre n'est plus très grande. À partir de là, eh bien, la réaction considérée, vous allez en faire le tableau d'avancement, calculer les concentrations à l'état final, et là vous voyez que je l'ai mis en rouge, c'est très important. Le chapitre numéro 7 va vous demander de formuler des hypothèses simplificatrices pour vos calculs. Ces hypothèses, on va voir sur de nombreux exemples lesquelles elles peuvent être, et on va voir également plus tard comment les vérifier. Donc une fois que les concentrations ont été calculées, on peut calculer le pH du système à l'état final, et bien évidemment, une fois qu'on a calculé le pH, on vérifie pour savoir si les hypothèses étaient justifiées ou non. Si elles étaient justifiées, parfait, on encadre son résultat en rouge et on est très satisfait. Si jamais elles n'étaient pas vérifiées, eh bien on reprend si nécessaire. Alors où est-ce qu'on reprend? Eh bien on reprend ici. On remonte à cette étape et lorsqu'on refait le calcul, on ne formule pas d'hypothèse ou éventuellement des hypothèses différentes. Alors, concernant cette méthode de la réaction prépondérante, cet algorithme, vous allez avoir besoin de l'apprendre par cœur. C'est un certain travail d'apprentissage, de mémorisation, mais une fois que vous l'aurez en tête, eh bien, ce sera très rentable, puisqu'il pourra être appliqué pour tous les exercices de solution aqueuse que vous allez rencontrer. Un dernier point, un commentaire concernant cette méthode. Dans la réalité d'une expérience, lorsque vous allez faire un mélange à T égale 0, eh bien, les réactions peuvent avoir lieu de façon successive ou simultanée et en général de façon très rapide pour les réactions acido-basiques. Lorsqu'on essaye de calculer le pH à l'état final, si on doit tenir compte de plusieurs réactions simultanément, on doit faire plusieurs tableaux d'avancement qui vont être intercorrélés. Ce que je veux dire par là, c'est que l'avancement du tableau 1 va apparaître dans l'avancement du tableau 2, l'avancement du tableau 2 dans l'avancement du tableau 3, et finalement on se retrouve avec des résolutions de systèmes inextricables. Par conséquent, la méthode de la réaction prépondérante, c'est ce qu'on peut appeler une méthode séquentielle, un peu comme les règles CIP. C'est-à-dire qu'on va considérer de façon tout à fait fictive que les réactions ont lieu les unes à la suite des autres. Dans la réalité des choses, c'est pas vrai. Mais le fait de tenir compte des réactions les unes à la suite des autres, ça va nous simplifier grandement les calculs et ça va nous permettre d'arriver à une valeur théorique extrêmement proche de la valeur expérimentale. Et c'est parce qu'on a une très bonne corrélation entre la valeur théorique et la valeur expérimentale que cette méthode de la réaction prépondérante a une importance si considérable.